L'austérité, on ne devrait pas y échapper. Et si c'était le message subliminal de l'allocation du président, mercredi soir, c'est la grille de lecture de Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour Franck. Bonjour. Bon, dites-moi, vous ne lui faites pas un petit peu un procès d'intention au président, parce qu'il n'a jamais utilisé, pardonnez-moi, ce mot d'austérité. Il a juste dit ni plus d'impôts, ni plus de dettes. Ça veut dire austérité mécaniquement? Bah oui, parce que il y a plusieurs leviers pour respecter les critères imposés par le traité de Maastricht et qui s'imposent également au gouvernement français si on en croit le programme qui est de 3% d'ici 2027. Donc si vous décidez d'avoir une contrainte budgétaire à 3% de déficit sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, eh bien, il ne vous reste qu'une solution, mécaniquement, c'est la baisse des dépenses. Alors, vous pouvez me dire, mais il y a quand même la croissance du PIB, mais s'il y a fort à parier que ça soit, c'est pas très très bien parti en 2022 et probablement pour 2023 également. Du moins, même si on échappe à une récession, on n'aura pas une croissance du PIB très élevée. Donc, effectivement, si on prend la parole présidentielle à la lettre, ça suppose une austérité. Oui, après, c'est vrai qu'il y a cette promesse qui a été faite pendant la campagne présidentielle, à savoir retrouver les 3% de déficit public en 2027. On est sûrement au-delà de 6 cette année. Et donc, il faudra serrer la vis. C'est ça le truc. Ben oui, et d'ailleurs, si on regarde le programme, il y a 35 milliards de nouvelles dépenses qui sont très légitimes. Hein. France 2030, la réindustrialisation, planification écologique, et puis 15 milliards de baisse d'impôts. Donc effectivement, pour financer cela, il compte faire 40 milliards d'économies à travers les retraites, à travers l'État, à travers les collectivités locales. Et l'inconvénient de ces modèles-là, c'est que lorsqu'ils se passent en période de, non peut-être pas de récession, mais de Ralentissement. Ils sont procycliques, c'est-à-dire que ils entraînent un peu plus la France dans un PIB atone, une croissance faible, et si vous avez pour perspective de respecter les grands équilibres, vous devez à nouveau faire donc effectivement, cette austérité-là, elle risque de s'imposer à nous, notamment parce que, ce que je crois en revanche, et il ne s'agit pas de faire un mauvais procès à Emmanuel Macron, je crois qu'ils n'ont pas envie, une sorte de plaisir à ce que les Français se serrent la ceinture. Ne serait-ce qu'hier, on a vu qu'il y avait un bouclier tarifaire qui serait prolongé jusqu'à fin 2022, donc ce sera des dépenses en plus, du gel du gaz. Bon, tout cela est bienvenu et légitime, sauf que on a décidé de confier la gestion budgétaire de fait à la fois à Bruxelles, où les Allemands seront là pour nous rappeler nos promesses. Jusque fin 2023, on peut rester au-delà des 3%, on ne s'en soucie pas, la question, ce sera après. Voilà, la question, ce sera après. Mais les règles n'ont pas encore été définies. Est-ce qu'il faudra aller rapidement vers les 3%? Qu'est-ce qu'on pourra exclure du déficit? À écouter le ministre des Finances et de l'Économie allemande, ça sera tout de même pas complètement, la fête des dépenses après 2023. Sachant qu'ils sont soumis davantage que nous à de l'inflation à cause de l'énergie, et ils ont une problématique qui est celle des retraités, qui sont nombreux au regard de leur population active, qui, n'acceptent pas, par l'inflation, de voir leur épargne rognée. Donc, il y a fort à parier qu'il y a une pression, mais il y a une autre pression. Oui, je vous coupe, je vois venir. Il y a la pression qui vient de l'Europe, effectivement, de nos partenaires européens, puis il y a la pression peut-être qui viendra des Républicains, parce que si au coup par coup, il faut des majorités, il a besoin de la droite pour faire voter certaines réformes comme les retraites, évidemment, les Républicains, supposés qu'ils suivent le président, fera pression pour peut-être des comptes publics mieux gérés. C'est ça? Alors, pour l'instant, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce que il semblerait que le logiciel économique de LR, aujourd'hui, ne soit pas celui des années 90, très pro-européen et très pro-libéral et très pro-réforme.
Oui, bien sûr, il y aura un attachement à l'équilibre, aux grands équilibres économiques, mais il y a aussi un attachement à la souveraineté. Il y a un attachement à la réindustrialisation. Quelqu'un comme Olivier Marleix, qui a été élu président du groupe, est quelqu'un qui, on pourrait imaginer, qui évolue dans l'univers un peu colbertiste, c'est-à-dire effectivement un certain sérieux budgétaire, mais aussi une exigence d'indépendance, une exigence de dépenses, une exigence de volontarisme étatique et économique. Donc, je ne crois pas que la pression principale viendra d'LR. Peut-être, c'est très difficile à ce stade-là de vous répondre de façon très déterminée. Donc, elle viendra des marchés financiers ? Je crois. Parce que, si vous voulez, là, ce pourquoi Emmanuel Macron et surtout Bruno Le Maire rappellent notre exigence de respecter des critères et de mettre des comptes au carré, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, étant dans le club des 100, c'est-à-dire une dette supérieure à 100% du PIB. 115, on a eu les chiffres ce matin, 115 au premier trimestre. 115, donc être dans le club du Club Med. C'est-à-dire que vous passez de 2,2% des OAT 10 ans à 3,5 ou 4. Et là, c'est plus la même histoire. Et là, c'est plus du tout la même histoire. La situation des finances publiques, elle est vraiment dégradée aujourd'hui. Vous avez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Ça nous ramène aux questions les plus fondamentales entre keynésianisme ou monétarisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la BCE va essayer de restreindre le robinet à liquidité et que vous ne faites pas le pari d'une croissance forte, il n'y a pas, vous devez baisser les dépenses si vous restez dans le même logiciel, dans le même univers politique et budgétaire. Après, enfin, qui dit plus de croissance dit plus d'investissement, donc dit aussi laisser filer les déficits et la dette. Alors, c'est tout le débat sur la réforme. C'est-à-dire que les libéraux nous ont vendu l'idée que des réformes favorisaient l'offre, et en favorisant l'offre, elles permettaient la compétitivité, donc la rentrée d'argent, donc une sorte de cycle vertueux. Il se trouve qu'on peut en discuter pendant des heures de cette logique du cercle vertueux, mais il y a une chose dont on est sûr, David, c'est que les premiers mois et les premières années de cette politique d'offre, il y a une contraction du PIB. Donc après, on peut se dire, mais il faut parce que vous avez des réformes qui font mal, des réformes qui créent sur le marché du travail. Les lois travail, c'est plus de flexibilité. Donc, dans un premier temps, on contracte la masse salariale. Après, on peut imaginer que ça ait des effets vertueux à long terme. Mais il y a une chose qui est quand même à peu près établie, et on l'a vu en 2012-2013, après les six-packs et les two-packs européens, il y a eu une croissance extrêmement faible. Ouais. Alors, vous pouvez dire, oui, mais votre croissance dopée, elle est dopée par l'endettement. Oui. Bah oui, elle est dopée par l'endettement. Donc, vous êtes face à une sorte de dilemme diabolique entre une perspective de croissance faible qui ne résout pas le problème et l'obligation de recourir davantage à l'endettement avec la sanction des marchés qui se profilent. C'est pour ça que je pense que entre le marteau et l'enclume. Oui, et des gens comme LR qui sont à la fois libéraux, mais qui ont un certain patriotisme économique, pourraient dire, pour se défaire de la puissance des marchés et pour recourir à l'endettement, pourquoi ne pas faire un emprunt national ? C'est-à-dire que les Français, on nous a dit qu'ils avaient épargné beaucoup pendant le Covid. Là, bien qu'il y ait de l'inflation, il y a tout de même encore de l'épargne qui est encouragée. Pourquoi ne pas faire un emprunt national pour financer de la rénovation des bâtiments, de la planification écologique, et puis vous vous dites, vous serez rémunéré à 2,5, voilà, ou 3. Après, Franck, ce que je retiens de notre échange, en tout cas, c'est que s'il souhaite respecter son engagement de 3% de déficit public en 2027, étant entendu que 2% de croissance par an, on n'en prend pas le chemin pour l'instant, et qu'en 2023, les Européens nous lâchent un peu la grappe, pardon de le dire comme ça, sur les questions de déficit public, un serrage de vis est incontournable à compter de 2024 en France. C'est ça le message ?
Oui, absolument, sauf à véritablement changer de logiciel. Sauf si les marchés s'excitent et que la dette française est attaquée, et là, il faudra faire peut-être des économies plus rapidement, ou la BCE qui devra pour le coup intervenir pour empêcher un bain de sang. Dernière solution, David, oui, plus heureuse. C'est tout simplement que l'Allemagne s'incline. Ça, c'est un autre sujet, ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. On va voir, avant de se quitter, la couverture de l'hebdomadaire de Marianne de cette semaine. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Macron hors d'état de nuire. Voilà, c'est un grand sujet politique qui est lié bien sûr à l'absence de majorité absolue qui ficelle l'exécutif et jusqu'à quand. Voilà, à lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci beaucoup David, au revoir. Ciao.